Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il est actuellement 8 heures, je vous ferai quand même un petit point marché là sur l'ouverture. On va voir dans quel sens ça part. Ça a bien corrigé quand même fin de semaine dernière. Donc notamment avec LVMH qui pour l'instant, on va voir ce qui se passe aujourd'hui, mais qui pour l'instant a l'air de casser les supports. Donc on va essayer de regarder ça de plus près. On a une belle zone après vers les 550, 540. Donc on ira regarder ça tout à l'heure avec l'ouverture ITP pareil qui continue de corriger. Ça aurait été un petit peu moins sympa si on avait eu une bougie d'avalement baissier. Donc une bougie baissière qui avale totalement la bougie haussière qu'on avait eu la veille. Bon, pour l'instant, c'est pas catastrophique non plus, mais il va falloir qu'on observe tout ça. Il y a quand même beaucoup de valeurs qui corrigent fort, hein. Hermès, pareil, ça recorrige fort. Ça réintègre encore une fois le canal, hein. Franchement, c'est pas très propre, hein, ce qu'elle nous fait. Là, ça fait deux fois, on avait eu une belle poussée, on était bien sorti du canal, on avait rebondi sur la moyenne mobile de 100 périodes, une deuxième fois, donc on avait confirmé, et puis finalement on a tout recassé. Donc ça c'est vraiment moche pour le coup. On ira voir tout ça après. Schneider, Schneider qui recasse son canal haussier par le haut, donc bon là pour moi ça devient un petit peu déraisonnable en termes de valorisation sur Schneider, donc je surveille. Total et son canal haussier, pas grand chose à dire pour l'instant, hein, c'est du trend following. Donc il y a un suivi de tendance, c'était un peu compliqué à analyser là ces dernières semaines, hein, parce qu'on a eu des grosses tentatives de break, finalement qui ont pas été soldées positivement, donc tant mieux pour nous qui sommes positionnés. Je sais que Pierre a dû recharger sur le haut de la zone d'achat là, donc vers les 60 et quelques. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont rechargé. Personnellement, moi, vous savez que j'ai vendu à 63 une partie de mon bag sur Total. Euh, je patiente un petit peu. On a le gold qui continue de monter et ça me... Je me pose des questions quand même parce que pour que le gold augmente autant, c'est quand même il y a des risques sur les marchés. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je reste un petit peu liquide. Euh, donc voilà, pour un petit point rapide. Ensuite, allons-y. Hop, communauté. On y est. Intel traverse une période compliquée. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent rebondir prochainement? Alors, Intel, je suis pas spécialement le dossier plus que ça. Donc effectivement, bon, ils ont perdu leur position de leader. Ils essayent de redresser tout ça, donc ils ont coupé leurs dividendes. Ils ont réduit leur masse salariale. Donc ce qui sont finalement des choix qui sont cohérents mais pas du tout appréciés par le marché. Il y a aussi des soucis dans leur capacité de production. Donc, que ce soit en termes de supply chain, en termes de finalement de charge, de masse salariale, de bilan comptable, c'est pas terrible. Et on a eu une news que potentiellement Qualcomm serait intéressé pour racheter Intel. Et donc il y aurait potentiellement un deal aux alentours des 90 milliards de dollars. Euh, Donc ça, je pense que ça n'a pas non plus été perçu très positivement euh, par le marché. Et voilà, vous voyez, hein, aujourd'hui valorisé à 90 milliards de dollars contre 290 milliards de dollars en 2020. La société Intel plonge et a vu son cours de bourse décliner de 60% cette année. Alors j'ai pas spécialement d'avis, je connais pas assez bien le dossier pour savoir si ça peut rebondir prochainement. En tout cas, à l'heure actuelle, on est quand même sur une société qui a de grosses difficultés, euh, qui est en train d'essayer de finalement de se redresser, hein. Ce qui, à mon avis, va pas être évident, hein. Elle a perdu sa position de leader. Il y a des grosses barrières à l'entrée quand même maintenant.
On va aller voir s'ils arrivent à avoir du financement ou pas. Mais globalement, je pense que ça va pas être évident de revenir comme ça sur le marché de façon aussi facile. Donc, euh, donc à voir. Hop. Bon, on est sur une zone d'achat juste ici. Je vais peut-être juste mettre à 35. Pourquoi elle est si claire? Hop. Voilà. Et puis, potentiellement, ouais, on a une autre zone ici. Ensuite, aux alentours des 12-14. Mais bon, là pour le coup, vu la vitesse à laquelle ça chute. Pardon. Vu la vitesse à laquelle ça chute. euh, Là, juste sur cette mèche là, on a perdu combien? Waouh. Juste sur cette mèche là, on a perdu 35%. Enfin, sur cette bougie là, pardon. C'est énorme. C'est énorme, donc faut être très prudent sur ce genre de dossier. Peut-être suivre là le potentiel rachat de Qualcomm. Après, il faut que ça aboutisse. Euh, Ça a été. La news, elle est arrivée quand? À peu près le 21 septembre, on va dire la semaine dernière, quoi. Finalement, le marché a pas si mal réagi parce que vous voyez qu'on a quand même une bougie haussière la semaine du 16, donc c'est plutôt positif. Donc finalement, c'est peut-être cette news-là qui a fait que le marché a eu cette réaction positive-là. Donc voilà, à confirmer. Ensuite, on avait un petit tour sur Métropole TV. Alors, hop, ça fait longtemps. TV. Alors, ils en sont où, zone bourse? Zone bourse, ils y sont à accumuler. En termes de valo, effectivement, ça a l'air bas. On ira regarder après. Exploitation de chaînes télévisées, ok. Donc, ok, moi, ce que je veux savoir, c'est exactement ce qu'ils ont chez eux. M6, W9, Gulli, Sister, 9 chaînes payantes, Paris Première, Teva, M6 Musique. Je sais qu'ils diversifient vachement leur offre, surtout en termes de services. Exploitation de stations radio, RTL, RTL2, Fun Radio, production d'émissions et commercialisation de droits audiovisuels, ok. Produits dérivés, d'accord. Actionnaire, RTL Group, CMA-CMG, d'accord. On a quand même du Goldman Sachs, Belgium. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, hein, globalement, c'est assez diversifié. Euh, on va juste aller voir rapidement. Ah, ça a un peu changé sur Zone Bourse. Moi, j'aimerais bien voir le leverage. Le leverage est faible, hein. Mais du coup, on n'a même pas d'infos sur le leverage. Bon, allez, hein, bon vieux, focus. MMT, le ticker. Hop, hop, hop. Alors, elle a l'air de. Bon, elle a l'air de former un triangle là surtout, mais les points bas c'est intéressant, c'est de plus en plus haut, globalement. Ah, sympa ça par contre. Donc vis-à-vis du free cash flow anticipé, on est largement sous-évalué, ça c'est super intéressant. Parfois on a des actions sur Focus qui sont sous-évaluées, mais avec un FCF qui est dans le rouge, un Earnings Power Value qui est dans le rouge, là on est dans le vert, donc ça c'est plutôt intéressant. Maintenant ce qui manque je pense c'est que les investisseurs se réintéressent au dossier peut-être.
On a une bonne rentabilité, tu vois, je pensais pas qu'elle était aussi bonne. Bon, ça a tendance à ralentir un petit peu historiquement. Mais globalement, avec la conjoncture, c'est global hein, sur les médias. Elle reste au-dessus de l'industrie, donc ça c'est plutôt cool. On a une très bonne santé financière. Alors pourquoi est-ce qu'on a un PEG à 37,6? On va pas prendre que ça en compte. Parce que par contre, pour le price to... Si on compare finalement le prix actuel aux anticipations en termes de free cash flow, c'est hyper positif. On a un FCF Yield qui est très positif aussi, on est sur du 10%, donc c'est intéressant. Et la marge FCF, elle est à 11,57. Donc pour 100 euros, on fait 11,5 euros de cash, donc ça c'est cool. Mais par contre, effectivement, c'est ces anticipations-là de croissance qui sont assez faibles, mais globalement, je pense que c'est une société qui n'a pas une très grosse croissance de base. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a un PEG si élevé avec un PI ratio de 7,3? Là, j'avoue que pas, j'ai pas les clés là. On a globalement un revenu qui stagne, hein, qui se maintient. On a une grosse augmentation de cash, une baisse de la dette, donc super intéressant. On a une bonne rentabilité des capitaux investis. Euh, Ils ont réussi à réduire le coût des capitaux entre 2022 et 2023, donc ils ont l'air de quand même bien gérer. Comme toutes les entreprises, ça a légèrement augmenté entre 2020 et 2022 avec l'augmentation des taux. La part du free cash flow qui est alloué aux dividendes, elle a l'air à peu près stable. On a un payout par contre de 76%. C'est élevé pour moi ça par contre. 27% qui part en capex, c'est tout à fait logique. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire, hein. En termes de fonda, c'est pas moche. C'est pas moche du tout. Par contre, graphiquement, graphiquement, hop, moi je vois un truc un peu comme ça pour l'instant. Après toi, tu me diras si t'as peut-être autre chose, Windadar. Ok. On avait une petite divergence haussière ici. Il faudrait qu'on vienne casser la zone de neutralité pour que ça se confirme un petit peu. Et après, pour moi, faut casser la résistance. Casser la résistance sur plus long terme. Puis là, ça commencera à être intéressant. De toute façon, si on tient ce support là, ça va jouer tranquillement. On a quoi comme hop. Donc pour eux, order block ici. Si on dézoome, oui, ça paraît plutôt logique là. Donc on a quand même cette belle zone là. Bon, après pour l'instant on tient le support, donc pas grand chose à dire. Pas l'air d'y avoir trop de zones de déséquilibre. Si on regarde un petit peu en daily. Ça a été comblé totalement ou pas? Non. Donc il y a encore un petit bout de gap à venir combler ici. Ça c'est comblé.
pas trop de zone d'imbalance, non, mais il n'y a pas grand chose non plus à dire techniquement. Toi, t'étais positionné à combien, Windadar sur, sur M6? Mais globalement, je pensais pas qu'elle serait aussi bien fondamentalement. Donc ça, c'est plutôt positif. Je pense qu'on pourrait aussi avoir une zone de support par là. Donc aux alentours des 11,4 dans ces eaux-là. Donc voilà pour M6. Airbus, je sais que beaucoup ne... Pardon. Je sais que beaucoup ne sont pas fans car l'état est actionnaire, mais graphiquement, qu'est-ce que cela donne? Alors, graphiquement pour Airbus. Alors, on avait déjà analysé ça il y a quelques temps, à mon avis. Et j'étais pas retourné voir, mais vous voyez, pour l'instant, on se pose sur les 0,5 de Fibo. C'est longtemps que j'ai pas regardé Fibo. D'ailleurs, il faudrait que je le fasse plus longtemps, j'ai pas forcément le réflexe. On va se mettre ça en bleu, donc une zone de déséquilibre. Juste là, à venir combler. Donc là, on était rentré dans la zone de recharge de longue, donc dans les 0,5 de Fibo. Ensuite, je pense qu'on a quand même... On ira vérifier après, mais je pense qu'on a quand même une grosse zone acheteuse ici, qui était bien travaillée et qui remonte, à mon avis, à pas mal de temps. Elle a servi de zone de résistance et puis maintenant, elle sert de zone de support. Donc on a ça juste ici. Qu'est-ce qu'il nous dit sur les ordres? Ouais, bon, bah, vous voyez, je suis pas trop mal tombé sur les order blocks. Donc on va rester là-dessus. C'est plein de déséquilibres ouverts, surtout sur le bas là. Bon, du coup, c'est pas trop. Quand c'est comme ça, c'est pas trop utilisable. Si tout le graphique est comme ça, c'est pas une notion qu'on va beaucoup utiliser. Donc voilà, globalement, graphiquement, hein, on est venu caresser nos order block acheteurs à 2 reprises, hop, hop. Et puis là, on a l'air quand même de faire un gros travail horizontal. Ça reste baissier sur le RSI si on regarde en weekly. Si on regarde en weekly, bon, ça reste. Je vous mets ça à titre indicatif, hein, mais ça reste évidemment pour l'instant baissier tant qu'on n'a pas cassé euh, la zone de résistance oblique. Mais voilà, on a quand même un beau travail horizontal là. Donc il va falloir être patient. Est-ce qu'on va retourner sur notre zone? Hop. On voit que c'est un vieux graphique parce que c'était les anciennes analyses, celles que je faisais comme ça. Donc voilà. Voilà, est-ce qu'on va venir... Ça se croise quand même entre les order blocks et la zone la zone de support oblique, donc potentiellement on pourrait revenir pareil, hein, la toucher vers les 123, ou alors on pourrait continuer de travailler à l'horizontale, repartir à la hausse. Si on venait à casser la zone de support oblique en jaune, ce serait pas très bon signe. Idem, hein, si on a cassé, bon, ce qui se produit hein, quand même de temps en temps, si on a cassé la moyenne mobile de 100 périodes, ce serait pas non plus forcément très positif. Donc voilà pour Airbus. Un point sur TFF Group, qui a bien baissé. Alors, TFF, pour Adrien, on l'avait analysé récemment, on va faire un point. Effectivement, ouais, ça a bien baissé. Bah, tu vois, sur la dernière analyse, on avait identifié cette zone. Hop. On avait identifié cette zone de vente, donc qui a plutôt bien marché sur TFF. Je pense qu'on a aussi une zone plutôt acheteuse ici. On va aller confirmer ça avec les order blocks.
effectivement, alors eux ils la mettent plus haut. Moi je vais la laisser là pour l'instant. Ouais, il prend les mèches. Bon, on va prendre les mèches aussi. Allez, on va prendre les mèches. De toute façon, la zone, il vaut mieux qu'elle soit... vaut mieux l'avoir plus large que trop petite. Hein. Voilà, ça évite de rater des points d'entrée. Alors, vous voyez, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur... je sais plus si c'était sur M6 ou sur un bus. Hop, c'est une zone qu'on vient tester. On se fait rejeter. Oup, on vient travailler dedans. On la recasse à la baisse. On revient tout de suite dedans. On casse à la hausse. On a un rallye haussier. Tendance baissière, on vient retester. On reteste, on reteste, on reteste. Donc c'est une zone qui a été très travaillée. Donc c'est quand même des zones qu'il faut bien avoir en compte. Là, ces zones-là qui sont très travaillées. Que ce soit en tant que résistance, en tant que range. Puis ensuite en tant que support. Hein, c'est des zones qu'il faut vraiment, vraiment bien avoir en tête. Alors maintenant, TFF, il va falloir attendre. Donc on a cassé, on a retesté, on est reparti à la baisse. Donc là on est en tendance baissière, il n'y a pas photo. Ensuite, si on place une résistance, on pourrait placer aussi une zone de résistance. Hein, vous voyez, ça arrive qu'on tente de casser, etc., etc. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on vienne casser de façon durable. Là, ce qui est probable, on a quand même un order block qu'on avait vu là, juste là. Donc on va se le mettre aussi comme ça, hop, hop. Comme ça on l'aura. Donc effectivement là on va potentiellement venir tester cette zone là. Si on la casse, ben, ce sera direction les 26-22 quoi, hein, cette zone là. Maintenant ce qui serait intéressant c'est de casser la résistance. Hop. Donc venir très certainement peut-être tester ça. Repartir. Retester. Casser. Retester. Repartir. Donc si on fait quelque chose comme ça, effectivement c'est intéressant. Avec des points bas de plus en plus haut et des points hauts pareil de plus en plus haut. Donc ça pourrait être intéressant. Maintenant on pourrait aussi tout à fait venir retester, repartir, casser, venir travailler un petit peu ici, oh, voilà on pourrait faire quelque chose comme ça. Et puis potentiellement, pareil après repartir. Donc effectivement, à partir du moment où on aurait ces configurations là, ça pourrait être intéressant. Maintenant là pour l'instant on est en pleine tendance baissière. Donc il va falloir patienter. C'est pas forcément le moment trop pour recharger. Hein. Moi personnellement, j'attendrai des confirmations, même si quitte à louper quelques points de performance, c'est pas grave. Là pour le coup, il vaut mieux patienter. Qu'est-ce qu'on a sur TFF? On a eu des news ou pas? TFF Group, plus forte baisse du marché, palier de la conjoncture. Bon, effectivement, vu le ralentissement économique, les mid et les small cap, elles peinent un petit peu. Après, on commence à avoir des baisses de taux, donc sur moyen long terme, je pense que ça repartira. Les résultats de Tonnellerie François Frères. Ok, donc des résultats qui sont pas positifs. Ils ont une bonne visibilité quand même. Hein. Mais effectivement, globalement, là, si les résultats sont pas bons, ben. Ensuite, Techtronic Industries. C'est quoi, c'est HKC Hong Kong? Peut-être. Ouais, très certainement. Alors. Donc on est sur des équipements électriques et appareils d'entretien des sols. 89% pour les équipements électriques et les appareils d'entretien des sols, 11%, donc c'est dans une moindre mesure. On est centré sur l'Amérique du Nord, 78%, Europe 14%.
outils à main, produits de plein air, produits de traçage. Ah ok, c'est Milwaukee. Ok. Donc intéressant, j'aime bien Milwaukee. Euh, En termes de marketing, moi je trouve qu'ils sont bons. Donc intéressant, tu vois. Mon Ryobi, c'est un peu peut-être potentiellement un peu plus bas de gamme, mais ça fonctionne pas mal aussi. Ok, donc intéressant. Donc c'est tout ce qui va être outil de euh, bricolage, jardinage, etc. Alors, elle est plutôt bien notée. Elle surperforme, par exemple, Stanley. Elle a une rentabilité qui est correcte. Globalement, avec un FCF margin de 10%. Donc pour 100 dollars, en fait, 10 dollars de free cash flow. Donc je pense que pour le secteur d'activité, c'est correct, hein. On a un bon ROE globalement. Euh, Ça pêche un petit peu sur les marges nettes. On a une santé financière qui est correcte. On a un PEG à l'heure actuelle à 1,57. Et si on regarde globalement sur la GF Value, on semble légèrement surévalué pour Guru Focus. Surtout vis-à-vis des free cash flow, on va aller regarder ça de plus près. Alors, on a une dette qui baisse, mais on a aussi un cash qui diminue, donc potentiellement une partie du cash qui est utilisé pour rembourser la dette. Ouais, on l'a là. 57% de l'outflow qui part dans le financement, donc ça va. Bah, c'est bien enfin, c'est bien que ça parte là-dedans. En termes de dividende, un payout de 43%. Voilà, il ne faudrait pas aller forcément au-dessus. On a une rentabilité des capitaux investis qui est correcte, mais une augmentation des coûts et surtout une baisse du ROIC. Donc ça, attention, c'est pas super positif sur le moyen terme, donc à surveiller. Je pense qu'ils ont peut-être fait pas mal de dépenses en marketing aussi. Le coût de ces dépenses a peut-être augmenté. Donc voilà globalement pour Tektronic Industries. On va aller regarder techniquement ce qu'on a. Allez, elle est là. Ah, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes en weekly. Ce qui est intéressant, mais bon. Vous voyez qu'on le fait quand même assez régulièrement. Donc maintenant, il faut qu'on confirme. On a du mal à confirmer ça. Donc là, hop, on tente, mais ça n'aboutit pas. Pareil ici, on tente, ça n'aboutit pas. Et pareil ici, on tente, ça n'aboutit pas. Donc là, ce qui serait intéressant, je suis encore un peu malade, je suis désolé, hop, c'est qu'on vienne tester et repartir. Pour la moyenne mobile de 100 périodes, qu'est-ce qu'on a? Donc on a quand même une grosse zone d'order block acheteur sous nos pieds. On a un peu de marge avant d'arriver sur les zones vendeuses. Donc globalement, c'est plutôt positif. On va se faire une grosse zone, hein, on va pas s'embêter. Et comme je vous le disais, on vient tester cette zone-là, on repart à la baisse. Hop, on vient travailler un petit peu dedans, c'est rapide. Hop, on bloque un peu au-dessus, on repart à la hausse, on vient retester, on repart à la hausse, on vient retravailler dedans, etc. etc. Donc, jusque-là, on voyait que c'était pas forcément très positif. On avait des points bas baissiers. Et pareil, on avait des points hauts qui étaient aussi baissiers. Donc la tendance était évidemment baissière. Hop, maintenant, si on vient se mettre là,
on a des points hauts, des points bas, pardon, qui sont haussiers. Là, vous voyez, la tendance, elle est haussière, ce qui commence à être intéressant. Et pareil, on a des points hauts de plus en plus hauts. Donc là, on est sur une tendance qui est un peu plus positive, effectivement, pour l'action. On a cassé, on est venu retester, et là, on est reparti bien à la hausse. Donc que ce soit en termes de RSI ou graphiquement, c'est plutôt positif. On voit qu'on a l'air de repartir. Ensuite, c'est mon téléphone qui vibre. Je ne sais pas où il est. Allez, on repart. Alors, Pierre qui nous propose, après les tracteurs, les camions Old Dominion Freight. On va voir ça. Alors, ODFL, je vais prendre ça. Alors, une entreprise US qui a encore un très beau graphique. Alors, spécialisé dans les prestations de transport par camion. Est-ce que il y aurait un lien avec les camions autonomes? Là, il y a beaucoup ça aux US. Prestations de transport par camion de chargement partiel. Ok, 98,9%. C'est simple à comprendre. C'est un business qu'on comprend, c'est déjà intéressant. Bon, après, il faut un peu de logistique, mais bon, c'est 1%, donc c'est pas énorme. Dirigeant, Kevin Freeman, administrateur, hop. Et ce qui est intéressant déjà, vous voyez, c'est que dans les administrateurs, le président, il est actionnaire, enfin, c'est l'un des actionnaires majoritaires à 5. Enfin, pas majoritaire, enfin, c'est l'un des gros actionnaires à hauteur de 5%. Et pareil, John Congdon, qui est aussi dans l'actionnariat. Donc ça, c'est déjà intéressant. Il y a un alignement finalement entre le management et l'actionnariat. Donc déjà, ça, point positif. Ensuite. Ensuite. Ouh. J'aime ça. Alors je connais pas la concurrence, donc bon, potentiellement ça a l'air quand même de faire à peu près les mêmes perfs. Cette rentabilité de fou. Waouh. Je pensais pas du tout qu'une entreprise comme ça aurait une rentabilité aussi bonne. Et non plus une santé financière aussi bonne. Bon, il y a le cash qui fait un peu le yo-yo là. Ouais, mais post-Covid, il y a eu à mon avis pas mal d'investissements. On a une belle rentabilité des capitaux investis. Bon, un coût du capital qui augmente, ce qui est normal. Par contre, petite baisse là du ROIC. Le dividende, ça a l'air très sympathique aussi. Mais pareil, on a une petite baisse du free cash flow là. Bon, ça a l'air d'arriver globalement de temps en temps. Non, quoique, c'était que Covid. Donc pour le dividende, payout de 16%. Nickel, rien à dire. Ok. Le CAPEX. À mon avis, ils investissent pas mal. Il y a des choses à prendre en compte en termes de logistique, en termes de transport, c'est que c'est des entreprises qui ont besoin d'infrastructures. Et ça, c'est une entreprise qui, à mon avis, est là depuis un moment, et donc, c'est un secteur où il y a beaucoup de barrières à l'entrée, dans le sens où le prix de l'immobilier augmente globalement. Soit le prix de l'immobilier augmente, soit le coût de l'emprunt augmente. Donc dans tous les cas, il y a une barrière à l'entrée vis-à-vis de ça, et à mon avis, c'est une entreprise qui est aussi rentable, dans un premier temps, parce qu'elle a déjà une grosse structure, donc qu'elle a payé à l'heure actuelle. euh, elle a un capex, à mon avis, qui a pris de la valeur. Donc ça déjà c'est positif, et à mon avis pour cette entreprise là il n'y a plus de barrière à l'entrée parce qu'elle est déjà hyper implantée, et donc elle a un gros avantage concurrentiel vis-à-vis de ça. Ne serait-ce que de par à mon avis son réseau en termes de supply chain, et de par son capex qui est déjà à mon avis bien construit et qui a été construit sur des bases beaucoup moins chères qu'à l'heure actuelle.
Je sais pas si vous me suivez, vous me direz. Hop. Regarde, faut... Non, mais là, vu le business, c'est pas... Bon, par contre, maintenant, effectivement, à l'heure actuelle, elle semble légèrement surévaluée. Un PEC de 1,68. La croissance, on est sur du 7%. 6-7%. On va les regarder techniquement. Mais encore une très belle société. On est venu buter là sur une zone un peu vendeuse. Par contre, ensuite, on a plein de paliers. Hein. On a plein de paliers de zones d'achat. Donc là, c'est pas simple. C'est pas simple. Et de toute façon, on est déjà en train de refaire un point bas plus haut que le précédent. Donc c'est très haussier, il n'y a pas photo. Ah. Moi je me baserai quand même bien là-dessus. Voilà. Donc là on a quand même un bel order block juste ici. Après, des zones de travail, il y en a pas mal. Hein. On aurait la zone des 150 aussi, potentiellement. Et puis en plus c'est une zone un peu psychologique, 150. Hop. Et puis elle a été aussi bien travaillée. Donc ça c'est plutôt intéressant. Voilà, moi j'aime bien cette zone là quand même. Puis après bon, on peut décliner ça, hein, voilà. En termes de RSI, c'est un peu neutre. On travaille au-dessus, on travaille en dessous pour l'instant, on n'a pas de direction précise. On a eu une belle correction évidemment. Euh, mais bon, vous voyez, hein, les corrections globalement elles repartent vite. 2021-2022, elle a perdu beaucoup moins que le secteur de la tech à mon avis. Ouais. Bon, quand même à moins de 37%. Là, il y avait une belle. Là, il y a une belle zone aussi. Hop. Donc voilà, globalement, très belle action, effectivement. Je vais l'ajouter d'ailleurs tout de suite en watchlist. C'est pas la rose, c'est la bleue, je crois. Je commence à. Ouais, c'était la bleue. Ok. Ah, une société belge. Ah, mais elle est. Qui a cassé la tirelire pour racheter son principal concurrent allemand. Et ben voilà. En fait, il suffit que je lise qui récupère Mercedes et AMG dans leur bagage. Ok. D'accord, mais effectivement, on va casser la tirelire, c'est ça. Ah, tu vois, je pensais qu'on était peut-être potentiellement sur et une tirelire à 500 millions, hein, potentiellement. Je pensais qu'on était sur une entreprise qui investissait sur les camions autonomes, etc. Mais alors, tu dis qu'elle est belge. Mais elle a l'air cotée au Nasdaq quand même. Tu me rediras, Pierre, si je me trompe peut-être. Ok, ok, mais oui, oui, belle société là pour le coup. Rien à dire. Je pense que les marges sont à peu près. Bon, ils ont des marges très hautes, mais s'ils arrivent effectivement euh, à faire remonter les marges de la concurrence à leur niveau à eux, c'est génial. Mais Lexis, ok. Est-ce pertinent sur du moyen terme 3-5 ans, sachant que Melexis. Alors, pertinent là maintenant d'acheter le Dominion. Alors attends, tu m'as dit acheter. Est-ce pertinent sur du moyen terme? T'es sur une croissance à 6-7% pour Old Dominion. Euh, T'as une croissance des free cash flow. Bon, là, du coup, ça a un peu baissé, mais globalement, bon, on est quasi sur du. On va dire globalement sur du 10%, parce qu'il faut regarder ces 3 dernières années. Ça dépend, mais bon, t'es au moins sur du 10% en termes de free cash flow, en termes de croissance, donc ça, c'est positif.
Maintenant, est-ce qu'avec cette croissance-là, ils vont réussir à maintenir? Ça a déjà un petit peu diminué. Donc moyen terme, 3-5 ans, à voir, au vu de la valo, au vu des projections en termes de FCF. Je dirais pas non, mais je dirais plus sur 5 ans que sur 3 ans, quoi. Après, c'est un business qui marche, hein. C'est un business qui marche, ça, y a pas photo. Euh, la conjoncture risque quand même de s'améliorer d'ici 5 ans. Ce serait pas un énorme oui, mais ce serait pas un non, quoi. Globalement, après, il faudrait que je regarde beaucoup plus en détail pour Melexis. Bon, on va quand même faire un petit point. Ah, donc peut-être que... Ah oui, d'accord, tu parlais de Melexis, ok. C'était Belge qui a cassé la tirelire pour acheter son principal concurrent allemand. D'accord. Donc potentiellement, on va les regarder quand même pour le Dominion. Ça me surlupine. Donc déjà, on voit que les analystes sont toujours à l'achat. Une baisse de ses revenus par jour en août, ok. Donc ils ont vendu des actions. Donc ça c'est pareil, moyen. C'est quand même très particulier comme business model. Enfin, faut vraiment comprendre le business géographique, quoi. Ah non, c'est... Jeffries est neutre, Goldman Sachs optimiste sur le dossier, ok. J'aimerais même avoir des news sur ce qu'ils investissent et tout. Mais bon. Revenons-en à Melexis. Melexis spécialisé dans la conception semi-conducteurs destinés principalement aux équipements automobiles. Ah, ah. Ok. L'activité du groupe s'organise essentiellement autour de 4 familles de produits. Les capteurs, les actionneurs, les circuits radiofréquences et les circuits de multiplexage. Ok. Bah, ça va être ultra dépendant du secteur de l'automobile, mais ça va effectivement dépendre de ses clients. Donc tu me dis qu'il y a quand même du Mercedes. Si c'est une entreprise qui a comme client un Mercedes, enfin des trucs un peu plus haut de gamme, ça me plaît. Après là, à l'heure actuelle, le marché de l'automobile, bon bah c'est pas X-Bruxelles. Ah par contre, ouais, encore des fondamentaux de fou. Et elle a beaucoup mieux réagi que le secteur global de l'automobile, je pense, là en regardant ça. Donc une super rentabilité, mais qui a tendance un petit peu, par rapport aux 10 dernières années, à diminuer. Une bonne santé financière, on s'est vachement endetté, effectivement, ouais, c'est même plus casser la tirelire là. C'est 188 millions de dettes sur 964 millions de revenus. On verra aux prochains exercices ce que ça donne du coup. Euh, Ils ont mis 92 millions de free cash flow. Donc forcément, voilà, forcément, en termes de projection FCF, on sera surévalué, mais ce qui paraît logique finalement pour l'instant. Après, effectivement, s'ils arrivent, je sais pas quelle était la situation du concurrent, mais s'ils arrivent euh, à reproduire cette rentabilité-là avec leurs concurrents, euh, bah c'est jackpot, hein. C'est jackpot. Un PEG à 0,82 et une croissance aux alentours des 7%.
Ce qui explique le PI ratio, c'est que c'est cohérent. Oh, écoute, ça semble, pour moi, ça semble cohérent. Là, c'est différent de Dominion parce que tu joues quand même le fait du rachat du concurrent. Et au vu de leur process, au vu de leur capacité à faire une grosse rentabilité, effectivement, ça paraît peut-être intéressant. Je pense pas forcément que ce soit pris en compte là dans les anticipations de croissance. Donc je comprends ce que tu veux jouer totalement. Ouais. Je comprends totalement ce que tu veux jouer. Enfin jouer entre guillemets. Hein. C'est pas péjoratif du coup. Enfin voilà pour le coup. Euh, bon voilà, les zones sont identifiées clairement. Je vous conseille toujours de prendre un peu plus large quand même que les order blocks. Bon des fois ça tombe pile. Hein. Si vous regardez là, boum. Allez. Mais il y a d'autres fois où on s'arrête un peu avant. Donc vaut mieux prendre un peu large. Quitte à louper, pareil. Quelques points de performance, on n'est pas à ça près. Hein. Moi, le premier, je fais souvent l'erreur. Et là, on a l'air quand même hop, de vouloir un petit peu. Ça se contracte, quoi. Ça se. Hop, donc on a notre support là. Et on a notre résistance. À peu près ici. Mais bon. En gros, c'est global. Hein. Effectivement. Et vous voyez que petit à petit. Ça se resserre. Ça se resserre. Et donc, il va falloir effectivement trouver une direction. Pour le coup, trouver une direction, la confirmer. Je pense que au niveau actuel, on pourrait attendre la résolution du triangle. Hein, c'est pas dramatique. On est à 75. On continuera très certainement de travailler comme ça. Mais là, je pense qu'il y a de quoi attendre la résolution du triangle. Peut-être que ça coïncidera avec plus d'infos sur la rentabilité de ce rachat, notamment. Donc voilà. Bon, Pierre, hein, l'automobile, hein, tu maîtrises mieux que moi, largement. Mais effectivement, ouais, je comprends tout à fait. Ça me paraît presque. Après, je connais pas bien le secteur Dominion, je connais pas assez le business. Mais je. Si Dominion, effectivement, ils jouent sur la conduite autonome, sur des choses comme euh, ça peut aller très vite aux États-Unis. Donc, effectivement, euh, là-dessus, il y a peut-être aussi un coup à jouer. Et Melexis, oui, je comprends tout à fait. Ils viennent de racheter le concurrent. Ça se met en place. Effectivement, bah, le temps que ça se mette en place, ça construit graphiquement. Et puis, si ça fonctionne, eh ben, ça repartira à la hausse, forcément. Donc voilà. Un petit mot sur L'Oréal. Et comment elle va évoluer. Point d'entrée sur SML. Alors, L'Oréal, elle va évoluer bien. Bon, la conjoncture, évidemment, euh, c'est difficile pour tout le monde. Que ce soit Interparfum, que ce soit le VMH, que ce soit L'Oréal. Tous ceux qui sont un peu dans ce business-là, euh, effectivement. Ah bah tiens, d'ailleurs, j'avais pas vu. Tu fais bien de nous en parler. Alors, on a cassé pour l'instant le canal haussier, mais c'est pour venir tester le bas du de l'order block. Donc, je vais vous les enlever parce que j'avais déjà défini moi perso mes zones. Donc voilà. Tant qu'on casse pas l'order block, ça va. Si on casse l'order block, après, ça peut aller très vite. 340 et puis ensuite 300. On n'a pas une conjoncture qui est géniale. Donc ça, faut en être conscient. Mais c'est tout le marché qui pêche. Et pour moi, à long terme, c'est un marché qui va repartir. Surtout pour L'Oréal. Hein, c'est un business model qui est exceptionnel. Donc, on a une période difficile. Comme on en a eu à plusieurs reprises. Hein, là, si vous regardez hein, en 2021-2022, c'était compliqué aussi. Là, on est sur la même situation.
Euh, ouais, quand même qu'Interparfum surperforme L'Oréal pour l'instant. Après, graphiquement, euh, je pense que si on regarde sur les 3 dernières années, voilà. Je pense que c'est beaucoup plus équilibré. Si on regarde sur les 5 dernières, c'est beaucoup plus équilibré aussi. Si on regarde sur la dernière, à mon avis, voilà. L'Oréal surperforme. En cas de situation un peu difficile, effectivement, L'Oréal aura tendance à surperformer. Donc voilà, un petit point. Et si on regarde par curiosité sur 20 ans. Bon, ITP c'est beau aussi, hein, Interparfum, il n'y a pas photo. Maintenant, comment elle va évoluer? Ben, elle va continuer à faire ce qu'elle a toujours fait, hein, de la croissance interne, de la croissance externe aussi, hein, parce qu'elle a les moyens de le faire. Hein. Hop, vous voyez, hein, c'est une entreprise qui a quand même pas mal de cash. Euh, En termes de ratio d'endettement, c'est assez régulier. Bon, effectivement, depuis 2020, ça s'est inversé. On a vécu une période très difficile. On a un coût du capital qui augmente plus que, euh, que finalement bah, le ROIC. Donc, on a une petite tendance à baisser sur la rentabilité des capitaux investis, mais c'est la conjoncture qui veut ça, et pour moi, c'est temporaire. Voilà. Donc, pas grand chose à dire de plus. Hein. On va surveiller Interparfum, on va surveiller L'Oréal. Mais voilà, globalement, moi, j'avais dit 380 en tant que première zone, c'était déjà, c'était déjà pas trop mal, pardon. Après, voilà, vous avez les autres paliers hein, à bien identifier. Là, ce qu'on a à l'heure actuelle, euh, c'était une tendance un petit peu annexe. Hein, la vraie tendance, elle est là. Ok. Donc voilà. Ensuite, tu m'as dit ASML, les points d'entrée. Et bien ASML, écoute, on en est toujours au même point. Et je crois qu'on a cassé quand même. Je crois qu'on a cassé. Non. On a tenté de casser hein, la résistance, mais elle veut pas. Hein. Pour l'instant, elle veut pas. Donc voilà, bah faut attendre la résolution. Soit on casse le canal par le bas, soit on casse la résistance par le haut. Puis en point d'entrée, bah, on avait les 680 qui étaient très sympas. Et puis le palier suivant, ce sera plutôt aux alentours des 560. Donc voilà pour ASML. Effectivement, il y a certains analystes qui anticipent un ralentissement de la demande. Donc voilà, faut aussi être prudent, faut y aller progressivement. Mais finalement, c'est comme pour tout. Hein. Pour moi, là, ASML sur le long terme, ça reste très positif. C'est un marché qui va continuer de croître. J'ai pas trop de soucis avec ça. GTT. GTT, je te laisserai aller voir les analyses fonda qu'il y a sur la chaîne. Par contre, on va refaire effectivement un point technique. Donc GTT, pour l'instant, on en est toujours au même point. Vous voyez que pareil, l'analyse date un petit peu parce qu'on est sur mes anciens standards d'analyse. Hop. Donc j'essaye de remettre à jour petit à petit. Comme ça, on est cohérent sur les analyses. Et puis, on a tous à peu près la même lecture. Donc pareil, hop. Et puis, on se met à 30%. Voilà. Ok, donc pour GTT. GTT, on avait formé un gap baissier qu'on est venu combler. Et là, pour l'instant, on travaille un petit peu à l'horizontale. Donc il n'y a pas forcément beaucoup de direction. Je pense qu'on attend des informations supplémentaires, que ce soit sur le secteur d'activité, que ce soit sur les résultats de GTT. Donc on a eu les résultats, on a remonté un petit peu. Depuis, on est un peu dans l'attente sur GTT. On a identifié cette résistance. On a identifié cette zone d'achat, juste là. Effectivement, pour moi, dans ces eaux-là, là, aux alentours des 120, 117, c'est une première zone qui est intéressante. Après, on n'a plus trop de standards. Hein. On a peut-être un autre petit support vers les 112 dans ces eaux-là. Et puis après, là, on est quand même une grosse zone de déséquilibre. Je pense que si on regarde les imbalances, à mon avis, voilà, on a une grosse zone ici de déséquilibre. On va la mettre en bleu.
Donc ça c'est pareil, c'est des zones qui peuvent être amenées à être comblées. Donc on va se la mettre en bleu. Voilà. Donc ça sera un peu plus lisible. Donc c'est pas impossible hein, qu'on redescende aussi bas. Hein, voilà, venir retester autour des 100. C'est pas du tout impossible. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais on a quand même une petite tendance baissière là qui est en train de se former. Vous voyez qu'on est sous la moyenne mobile du RSI. Là, on a retesté la zone de neutralité. On repart à la baisse pour l'instant, à confirmer aujourd'hui. Donc voilà. D'ailleurs, le marché doit être ouvert. Il est 9h07. Donc à confirmer effectivement ce début de semaine pour GTT. Ensuite, Intel a trop de retard sur TSMC vis-à-vis des capacités de production et la miniaturisation des semi-conducteurs. Du coup, les clients majeurs préfèrent TSMC. Top Baptiste, merci. Vertiv. Alors attends. Vertiv Solution. Pourquoi il m'embête avec son. On verra plus tard. Ok, Vertiv Solution. VRT. On va plutôt faire ça. Ah bah, c'est elle. Alors. Ça, c'est on a l'air d'avoir une belle tendance haussière aussi. Elle a un peu galéré après le Covid, j'ai l'impression. Elle a l'air très bien notée. On est à l'achat 100%. On va regarder. Ouais, 100% à l'achat, je crois. 9,5 sur 10, ok. Propose des technologies d'infrastructure numérique et des solutions personnalisées déployables pour répondre aux exigences commerciales et aux besoins d'un groupe diversifié de clients. C'est des produits de gestion de l'énergie, intéressant. Courant alternatif et en courant continu. Des produits de commutation. Et des barres omnibus. Ok, bon là vous m'avez perdu un peu. Des produits de gestion thermique, des systèmes de bain. Bon, ça a l'air quand même très niche. À mon avis, l'internet des objets, les jeux en ligne. Bon, ça a l'air très diversifié aussi. Bon, c'est une holding, donc Asie, Amérique, Europe. On est quand même très centré sur les États-Unis. Alors, on n'est pas hyper bien noté là en revanche. Waouh! Ok, bon, apprenez avec des pincettes. Apprenez avec des pincettes. Donc ça doit faire que 5 années qu'on est profitable, effectivement. Même pas. Ah si, ok, on a eu quand même... De notre côté, depuis 2018, je pense, on est quand même un petit peu endetté, mais on arrive à faire baisser les dettes et à faire monter le cash là sur un exercice. On a une bonne profitabilité qui est correcte. Une santé financière qui est correcte. On n'a pas de PEG. Qu'est-ce qu'ils nous font là, Guru Focus? Dividende payout 3%, rien à dire. On n'a pas assez de données hein, sur la GF Value pour... Alors, par contre, si on compare le prix actuel par rapport aux anticipations de free cash flow, on est très largement surévalué, donc ça faut faire attention. Le price to free cash flow actuel, il est haut. Il est haut aussi. J'ai pas beaucoup plus de données que ça. Donc par rapport au free cash flow, je dirais que c'est surévalué. La rentabilité des capitaux investis, pour l'instant, il faut qu'ils concrétisent. Donc je sais pas est-ce qu'ils ont ils ont pas l'air d'avoir fait d'acquisition forcément. Pas, ils ont pas mais qu'est-ce qui explique cette croissance soudaine là? Je ne sais pas trop.
Donc à voir si on fait... On a l'air de repartir là en tendance haussière. En tout cas, Hop. Ouais, c'est assez impressionnant quand même. Alors je vais plutôt prendre le Fibo là, parce qu'on est revenu sur la moyenne mobile 50 périodes, on est reparti. Voilà. Ok. Pas grand chose à dire, bon c'est comme une grosse poussée. 812%. Donc effectivement, on pouvait s'attendre à une correction. On a eu la correction. Pour l'instant, on a l'air de repartir à la hausse. Bon, à surveiller, parce que ça semble quand même un peu surévalué. Donc, t'es rentré vers 72. Tu commences à acter. Tu penses à réfléchir à acter ta plus-value. Alors, là, j'avoue que j'ai pas d'avis. Je saurais pas te dire, t'as fait combien de perfs. Prendre là. Ouais, t'es déjà à 30% de perf. Bah, sinon tu mets un stop suiveur. Hein. Comme ça au moins. Comme ça au moins t'as pas de regrets quoi. Mais bien joué en tout cas pour le mouvement. Ça m'intéresserait, Baptiste, que tu nous dises que c'était quoi ta thèse là-dessus là. Ça m'intéresserait. Ensuite, BIC. Bon, BIC, j'ai déjà fait les fondamentaux. Donc, on va les regarder techniquement. Bah alors. C'est quoi le ticker de BIC? Bébé. Alors. BIC, c'est pareil. La dernière fois, on avait identifié ce support qui a été cassé. Et pour l'instant, on réagit sur moyenne mobile 200 périodes en weekly. Donc, ce qui est plutôt intéressant. Et par contre, on vient, vous voyez, on est en train de ranger entre les deux moyennes mobiles. Hop, hop, et hop. Pour l'instant, la zone de support, hein, toujours voir en termes de zone, elle est là. C'est assez intéressant parce qu'on a quand même l'air de repartir un petit peu à la hausse depuis 2020. Et on ira voir la valo juste après. Donc pour l'instant, on est sur un petit canal haussier. Voilà. Techniquement, pour l'instant, moi j'ai ça. Et on va quand même aller voir. En termes de valo. Ça a l'air pas trop mal. Bon, on a quand même un PEG de 1,84. C'est pas trop une action qu'on achète pour la croissance. Hein. BIC, donc. On a du cash ou on n'a pas de cash. Après, bon, c'est pas un secteur de. C'est pas l'avenir non plus des marchés financiers, mais. Et en termes de dividendes, par curiosité. Allez, mamie. Pourquoi il me trouve pas BIC? Donc, effectivement, le dividende. Il a tendance à baisser en période de crise. Donc voilà, moi mon avis sur Big il est mitigé. Je pense qu'il y a mieux à faire. Mais voilà, globalement on est quand même sur un petit canal haussier là. Donc pour l'instant pas grand chose à dire de plus.
donc voilà pour cette review. Et ben merci à vous en tout cas les gars, je vous souhaite une bonne semaine et puis on se tient au courant sur les chats. Allez, bonne journée.